donc je suis Hamzat Boukari Abara, je viens du Bénin et de la Martinique. Je suis docteur en histoire de l'école de hautes études à Paris. Donc à la demande du professeur Elikam Bokolo, j'interviens donc dans ce panel Kibanguisme. Excusez, c'est l'entrée du chef spirituel, si vous voulez vous lever. Merci. Assez. Vous pouvez continuer. Donc bonjour, je remercie son éminence pour sa présence. Je remercie donc également les organisateurs de cette conférence. Donc je suis Hamzat Boukari Abara, je viens du Bénin et de la Martinique. Je suis docteur en histoire de l'Afrique de l'école des hautes études. Et donc à la demande du professeur Elikam Bokolo, j'interviens donc dans ce panel Kibanguisme et diaspora africaine pour donner en fait quelques outils d'analyse et quelques points de comparaison entre Simon Kimbangu et d'autres figures plus ou moins prophétiques de l'histoire afro-américaine. Alors, ce sont des figures qui se sont engagées dans ce même processus de libération de l'homme noir au XXe siècle. Et donc pour 20 minutes, et parce que certaines présentations ont déjà préparé le terrain, j'essaierai d'aller dans les grandes lignes et je prendrai quelques-unes des figures les plus connues du plus grand nombre de personnes ici présentes dans la salle. J'aborderai ces figures donc dans une grille de lecture qui est clairement panafricaine, parce que je m'inscris dans cette approche d'ouverture, dans cette idée de projection, comme en avait parlé mon collègue Serge Mboukou lors de son intervention, dans cette idée d'ouverture de projection qui caractérise la diaspora et qui interroge en fait ce que l'Afrique a donné au monde en tant que figure, en tant qu'idée, et ce que ces afro-descendants ont ensuite rapporté à l'Afrique. Alors, la première des figures dont j'ai souhaité parler, donc c'est William Du Bois, W.E.B. Du Bois, dont on a un peu parlé hier lors de l'intervention du professeur Sheila Walker. Alors, Du Bois, il est né en 1868 dans le Massachusetts. C'est un noir américain qui a des origines haïtiennes, également françaises et hollandaises, qui va grandir dans un milieu majoritairement blanc et qui va être en fait le premier noir docteur de l'université Harvard. Il va être ensuite le grand promoteur du panafricanisme en organisant les grands congrès panafricains de 1900 à 1945. Ce que l'on sait un peu moins sur Du Bois, c'est qu'il a commencé sa carrière en tant que sociologue des religions. C'est un intellectuel qui a été notamment l'élève du sociologue allemand Max Weber et qui a mené donc des études qui ont donné un certain nombre d'éléments d'analyse pour étudier la religion afro-américaine et d'une certaine manière la religion africaine, dans le sens où à cette époque on considérait souvent que la situation des Noirs américains aux États-Unis était en quelque sorte une situation coloniale. Donc en 1899, Dubois publie The Philadelphia Negro, qui est en fait le résultat de 15 mois d'études dans le quartier noir de Philadelphie, où était née la première congrégation religieuse noire américaine. Dans cette étude, il démontre en fait que la religion chez les Noirs américains propose une prise en charge symbolique de l'infortune et du malheur, qu'elle possède une fonction d'intégration et de désintégration sociale, qu'elle assure également une stabilité et qu'elle entraîne en fait une amélioration psychologique, sociale et économique qui est perçue comme une forme d'élection divine. Dubois estime également que la base socio-culturelle de cette Église noire américaine est en fait une base africaine, dans le sens où il considère que l'Église a récupéré donc toutes les fonctions sociales et familiales de la perception des Églises noires. Il va constater que les Blancs sont en fait beaucoup moins critiques que les Noirs, mais que l'indulgence des Blancs envers les Églises noires. Dans le troisième ouvrage consacré à la question religieuse, The Souls of Black Folks, publié également en 1903, donc Dubois souligne la difficulté d'être à la fois noir et américain. Dans cet ouvrage, il place une citation de gospel au début de chaque chapitre, et le dernier chapitre est consacré au gospel et aux Negro Spirituals. Il écrit également un chapitre prophétique
dans lequel on voit en fait un pasteur noir qui part en Angleterre, qui part ensuite en Afrique et qui revient ensuite en Amérique avec donc une parole divine. Enfin, le chapitre 10 est un exposé sur la transe et la religion des esclaves d'avant 1865, qui s'interroge donc sur les survivances africaines et qui est en fait basé sur une visite qu'il avait faite dans une petite église noire du Sud. Pour Dubois, ce qui est intéressant, c'est que le microcosme religieux reproduit donc en fait à l'intérieur de la communauté tout ce dont le noir est exclu dans la société. Et cela pour rappeler effectivement la situation coloniale, avec cette idée de religion des parias ou de christianisme primitif. Alors, à partir des années 1910, la lecture religieuse de Du Bois elle est spécifiquement contestée par le Jamaïcain Marcus Garvey. Marcus Garvey, lui, défend donc la rédemption de l'homme nègre, le refus de prier un Dieu qui est de la même couleur que les oppresseurs, et il appartient en fait à un milieu social très différent, issu du prolétariat de la Caraïbe. Donc Marcus Garvey est né en Jamaïque la même année que Simon Kimbangu. Il voyage dans sa jeunesse en Amérique centrale et en Europe, et il est révolté par les conditions de vie des afro-descendants. Partout où il va, il constate que ce sont les Noirs qui sont les plus exploités, les plus humiliés, qui font les métiers les plus pénibles et qui sont les plus méprisés. Alors, du coup, lorsque au milieu des années 10, Garvey crée donc l'association universelle pour l'amélioration du nègre, il va entrer en conflit direct avec Du Bois, qui avait fondé en 1909 l'association nationale pour l'émancipation des personnes de couleur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les deux hommes vont se quereller, notamment au sujet de leur couleur de peau. Dubois est accusé par Garvey d'être un mulâtre qui est en fait lié à l'élite bourgeoise blanche, tandis que Dubois, de son côté, accuse Garvey d'être un Napoléon noir et extrémiste. Ils sont tous les deux panafricanistes, mais Dubois propose de laisser l'Afrique aux Africains, tandis que Garvey, avec le même slogan de l'Afrique aux Africains, communauté religieuse chrétienne. Je suspends ici cette discussion en disant au passage que jusqu'à ce jour, la plupart des kimanguistes montréalais du Canada vivent à Montréal, même s'il n'est pas exclu de dire aussi qu'il y en a d'autres qui vivent dans les grandes villes du Canada comme Toronto, Vancouver et même Calgary. Alors, je vais passer à mon deuxième point qui porte sur le modèle qui est recomposé là-bas à partir de référents locaux. Sur le plan liturgique, on peut bien douter que les mamans et les papas kimanguistes reproduisent au pied de la lettre toutes les recettes et procédures culturelles et rituelles. Ce qui est vrai, c'est qu'on assiste ici à une recomposition du cocktail liturgique par les adeptes qui réutilisent les répertoires qui sont attestés, donc des répertoires qu'ils connaissaient déjà à partir d'ici, qui puisent les références religieuses, symboliques, même rituelles, dans la tradition kimanguiste du pays. Les adaptations sont gouvernées par les contraintes d'espace, sont gouvernées par les contraintes de lieu, du respect de la quiétude de l'entourage, mais aussi des arrangements d'horaires qui sont dictés par les réalités de la vie en migration. La pratique liturgique est quadrillée par deux moments forts. Vous avez d'abord la partie cultuelle qui est consacrée à la dévotion, qui alterne des prières et des chants en lingala. Je reviendrai sur l'usage du lingala un peu plus loin. Les écritures saintes en français, mais également accompagnées de la musique et de la fanfare. Et la prédication qui se fait également en lingala et en français. Donc l'usage du lingala ici, comme langue de culte, laisse penser que les fidèles kimbanguistes, sinon tous, en sont des locuteurs. Au mieux, ils proviennent du Congo-Kinshasa, du Congo-Brazzaville et même de l'Angola. Mais la deuxième partie, c'est la partie sociale, qui est l'occasion de retrouvailles entre amis et familles, de discussions, de causeries et d'échanges de nouvelles. Elle est ponctuée par des lectures de communiqués de la communauté, des salutations que l'on adresse aux visiteurs et aux défilés des adeptes kimanguistes. Et cette partie, dans ce registre-là,
il y a une pratique, la pratique incontournable des Sinsami, qui est la collecte de dons. Alors, cette démarche de recomposition du cocktail liturgique mobilise également de pratiques cultuelles telles que la prosternation devant l'autorité spirituelle, la génuflexion devant l'estrade occupée ou non par les chefs spirituels, les déchaussements pendant les cultes et des activités spirituelles, le port du foulard par les femmes et j'en passe. Alors, il ne nous revient pas ici de discuter des convictions qui supportent ces pratiques parce qu'il est question de la foi. Cependant, dans la société canadienne, ces pratiques n'échappent pas à la critique dans le contexte québécois particulièrement, où non seulement il y a un désenchantement du religieux, mais aussi où les individus tiennent à une liberté qui exclut toute forme de docilité. Les critiques sont diverses, je ne peux pas m'y attarder parce que ça va prendre du temps, mais il y a, à côté de ces adaptations, il y a une doctrine, la doctrine du travail. L'idée du travail ici comme valeur a des fondements qui peuvent être repêchés dans la Bible, certes, mais aussi elle repose sur les 3 principes clés dont on a parlé hier dans une des communications que j'ai écoutées, de l'amour, du respect des commandements et du travail. Alors, les adeptes des instruments de fanfare, de musique, pour une valeur d'à peu près 70 000 $, ce qui fait beaucoup, et avec leur contribution individuelle, ils assurent la location des bureaux qui sont installés à Montréal, ils ont un bureau à Montréal, mais aussi des lieux de culte où ils vont prier tous les dimanches et où ils organisent des manifestations religieuses. Alors, ils justifient cet effort-là par le modèle kimbanguiste, comme ils le disent, qui est un modèle qui doit faire d'abord ses preuves parce qu'il ne faut pas compter sur les gens de l'extérieur. Une autre chose qui est importante à signaler ici, c'est vraiment la doctrine de la solidarité et du partage. La religion, d'après les kimbanguistes montréalais, la religion n'est pas seulement une affaire de relation avec Dieu, ou la séparation entre le sacré et le profane, mais c'est aussi une manière de vivre, une manière d'être ensemble. Par des actes concrets, ils veulent imprimer différemment leur marque. Ils veulent rendre réelle l'image de l'Église et faire de l'espace communautaire un lieu où circulent des échanges et de services, où circulent des dons, où il y a l'amour entre les membres qui sont engagés dans l'Église. Outre les nombreux actes de solidarité qu'ils posent au sein de la communauté, ils ne restent pas non plus passifs à l'égard de nos membres. Ils ont développé un goût de l'effort individuel, d'un devoir social, je le dirais de cette manière-là, parce que quand il y a 2 événements qui arrivent et qui ne concernent pas les membres de la communauté, ils s'impliquent. Et ici, je peux donner l'exemple d'une jeune danseuse de l'orchestre Wenge qui était arrivée à Montréal après un accident de voiture qui les amenait sur la route de Montréal et Ottawa. Le manager qui avait amené l'orchestre est parti, il a laissé la fille accidentée, qui ont pris en charge cette fille qui a pu demander son statut de réfugié sur les lits d'hôpital avant d'être soignée. Mais alors, les kimbanguistes ne l'ont pas fait pour qu'elle devienne kimbanguiste, mais ils l'ont fait tout simplement dans le sens de cet amour qu'ils ont à l'endroit de nos membres. Mais il y a 2 expériences vraiment originales qu'ils ont mis en route. C'est l'expérience de l'école de dimanche qu'ils ont ouvert pour les jeunes. Et l'école de dimanche a pour but d'enseigner aux enfants, à leurs enfants, l'histoire de l'église kimbanguiste et à leur faire prendre conscience de leur rôle et de leur responsabilité au sein de l'église. Mais la deuxième expérience qui est originale aussi, c'est l'expérience de débat. Les débats, ce sont des rencontres qui s'effectuent tous les samedis, qui réunissent les mamans et les papas kimbanguistes, et ils sont conçus comme une boîte à idées. Ils se retrouvent pour partager leurs réflexions en mobilisant leurs ressources religieuses pour affronter la permissivité de la société d'accueil. Et pour préserver, si vous voulez, le mœurs kimbanguiste, parce que le code moral kimbanguiste, comme ils le disent, est très très rigide. Ces expériences n'ont rien à voir avec une prétention de pouvoir se complaire dans un quelconque repli identitaire,
Non, il vise tout simplement, parce que l'Église kimanguiste ne vise pas, l'Église kimanguiste du Canada ne vise pas à constituer une communauté congolaise ou une communauté africaine séparée de la société. Alors, pour sa diffusion au niveau local et même au niveau international, il y a également une page web qui a été créée, qui est une sorte d'agora transnationale où s'échangent les informations, où sont postées les informations importantes de l'histoire kimanguiste, des grandes figures de l'Église kimanguiste. Pour terminer, je dirais que mon troisième point va porter sur les questions d'identité. Comment ces kimanguistes montréalais agissent dans l'espace local pour marquer l'identité kimanguiste. Alors, il faut tout de suite signaler qu'ils sont pris entre... il faut tout de suite dire que le multiculturalisme canadien, comme la politique québécoise d'intégration, ont précipité les communautés ethnoculturelles dans une sorte d'affirmation identitaire. Ainsi, les groupes qui sont issus de l'immigration sont désignés par le terme de communauté culturelle. Et ici, chaque communauté peut avoir en propre une ou plusieurs caractéristiques qu'elle peut partager avec les autres. Mais en dernière analyse, elle a le droit, elle a même le devoir, parce que c'est prévu dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, de faire prévaloir ces marques sur l'espace public. D'accord. Alors, et ici, il faut comprendre que l'Église kimanguiste n'est pas seulement une communauté religieuse, elle est aussi une communauté ethnoculturelle, quand on le prend dans la perspective du multiculturalisme canadien. Et toute une culture religieuse se ploie, et ici, vous avez des kimanguistes qui vivent dans cet espace-là, non pas en tant qu'individus, mais en tant qu'individus kimanguistes, par leur comportement. Et il y a toute une culture qui se ploie et qui fait qu'il y a des repères identitaires que l'on peut voir à travers la langue, à travers la musique, à travers les normes vestimentaires, mais aussi à travers les interdits et les héritages historiques qu'ils sont en train de propager. Par exemple, l'usage de la langue lingala, auquel je faisais allusion tout à l'heure, comme langue liturgique, c'est une des voies par lesquelles l'Église kimanguiste maintient le primat de son identité originelle. Donc la vernacularisation de la parole biblique et de la louange renforce le statut imaginaire de cette langue-là. L'appropriation de cette langue apparaît clairement comme un moyen de transcender le pluralisme ethnique de différents membres de l'Église. Deuxièmement, vous avez aussi l'hymnologie kimanguiste, la fanfare, le défilé, qui sont aussi des domaines où apparaît nettement l'identité kimanguiste. Qu'il s'agisse de la fanfare ou du défilé, de l'hymnologie, ces domaines s'inscrivent dans la pratique plus large de la mise en scène des différences. Et ils ne peuvent être présentés comme de simples adaptations du rythme africain, plutôt que comme l'épreuve réelle de la préservation de pratiques kimanguistes. Le port des habits ayant des motifs vert et blanc, ou ce qui ressemble dans l'espace public et souvent au cours du culte dominical, est un signe de distinction de fidèles kimanguistes. Et en revendiquant ces couleurs, ils s'identifient et sont même identifiés par les autres en tant que membres d'un groupe spécifique. Donc il y a là une question, à mon sens, de visibilité. Donc le vert et blanc devient un produit d'un double processus de reconnaissance par soi-même et par les autres. Mais à un autre niveau, vous avez des narrations qui sont postées sur la page web kimanguiste, qui construisent l'histoire, qui construisent les héros et les mythes, en puisant en arrière dans l'histoire kimanguiste. Puisque ces narrations convoquent une mémoire, c'est-à-dire un ensemble de choses qui sont arrivées et des souvenirs du mouvement kimanguiste, elles apportent l'héritage mémoriel, culturel et religieux aux adeptes dans le lieu où elles vivent. Plus que cela, ils apparaissent aux adeptes kimanguistes comme une ressource réutilisable qui contribue à renforcer leur fierté dans l'identification. Alors,
puisque mon temps est terminé, je vais quand même conclure. Ce qui me reste là, ce sont les détails. C'est tout simplement que j'ai tenté de montrer que l'extension de l'église kimanguiste outre-Atlantique, c'est forcément l'œuvre des acteurs transnationaux kimanguistes et de leur ambition de reterritorialiser les pratiques religieuses. Cette extension du mouvement s'est déroulée sous les signes de la répétition de modèles, de savoir et de symbolisme africains. Le système liturgique, l'hymnologie et les représentations figurées, les images et les thèmes qui accompagnent cette tradition religieuse ne sont souvent rien de moins que des arts de faire et de penser. Ceux-ci articulent le fondement de ce qui est supposé être une identité kimanguiste propre. Ils aident les adeptes en migration au Canada à se donner de nouvelles définitions d'eux-mêmes et simultanément de se doter d'instruments cognitifs susceptibles de les aider à dire la culture religieuse kimanguiste et des historicités qui sont les leurs. Dans sa tentation universaliste, l'Église kimanguiste du Canada s'inscrit dans les prétentions d'un christianisme universel, au même titre que les églises de Blanc, tout en affirmant la légitimité d'un leadership exclusivement congolais. Je vous remercie. Bon, merci Martin pour nous avoir transportés au Canada et nous faire comprendre comment les kimanguistes se sont réorganisés pour reconfigurer leur identité dans un espace, dans un monde nouveau, et toutes les actions qu'ils ont dû amener pour exiger la reconnaissance officielle de leur identité, et toute la résistance culturelle kimanguiste qui passe par la liturgie et l'éducation, et divers aspects dans le domaine de la culture. Merci pour avoir respecté le temps. Et je passe alors la parole au troisième intervenant, qui est le professeur c'est Hamza Boukari Yabara, qui est chercheur de CAF, l'école des hautes études et en sciences sociales à Paris, en France. Vous pouvez venir ici, parce que ils ont dit... Non, vous pouvez venir ici. Ils ont dit que le micro, il faut qu'ils aient le même son. Oui, bonjour, donc je suis Hamza Boukari Yabara, je viens du Bénin et de la Martinique. Je suis docteur en histoire de l'école des hautes études à Paris. Donc à la demande du professeur Elikiam Bokolo, j'interviens donc dans ce panel kibanguisme. Excusez, c'est l'entrée du chef spirituel, si vous pouvez vous lever. Merci. Assez. Vous pouvez continuer. Donc bonjour, je remercie son éminence pour sa présence. Je remercie donc également les organisateurs de cette conférence. Donc je suis Hamza Boukari Yabara, je viens du Bénin et de la Martinique. Je suis docteur en histoire de l'Afrique de l'école des hautes études. Et donc à la demande
du professeur Elika Mbokolo, j'interviens donc dans ce panel Kibanguisme et diaspora africaine pour donner en fait quelques outils d'analyse et quelques points de comparaison entre Simon Kimbangu et d'autres figures plus ou moins prophétiques de l'histoire afro-américaine. Alors, ce sont des figures qui se sont engagées dans ce même processus de libération de l'homme noir au XXe siècle. Et donc pour 20 minutes, et parce que certaines présentations ont déjà préparé le terrain, j'essaierai d'aller dans les grandes lignes et je prendrai quelques-unes des figures les plus connues du plus grand nombre de personnes ici présentes dans la salle. J'aborderai ces figures donc dans une grille de lecture qui est clairement panafricaine, parce que je m'inscris dans cette approche d'ouverture, dans cette idée de projection, comme en avait parlé mon collègue Serge Mboukou lors de son intervention, dans cette idée d'ouverture de projection qui caractérise la diaspora et qui interroge en fait ce que l'Afrique a donné au monde en tant que figure, en tant qu'idée, et ce que ces afro-descendants ont ensuite rapporté à l'Afrique. Alors, la première des figures dont j'ai souhaité parler, donc c'est William Du Bois, W.E.B. Du Bois, dont on a un peu parlé hier lors de l'intervention du professeur Sheila Walker. Alors, Du Bois, il est né en 1868 dans le Massachusetts. C'est un noir américain qui a des origines haïtiennes, également françaises et hollandaises, qui va grandir dans un milieu majoritairement blanc et qui va être en fait le premier noir docteur de l'université Harvard. Il va être ensuite le grand promoteur du panafricanisme en organisant les grands congrès panafricains de 1900 à 1945. Ce que l'on sait un peu moins sur Du Bois, c'est qu'il a commencé sa carrière en tant que sociologue des religions. C'est un intellectuel qui a été notamment l'élève du sociologue allemand Max Weber et qui a mené donc des études qui ont donné un certain nombre d'éléments d'analyse pour étudier la religion afro-américaine et d'une certaine manière la religion africaine, dans le sens où à cette époque on considérait souvent que la situation des Noirs américains aux États-Unis était en quelque sorte une situation coloniale. Donc en 1899, Dubois publie The Philadelphia Negro, qui est en fait le résultat de 15 mois d'études dans le quartier noir de Philadelphie, où était née la première congrégation religieuse noire américaine. Dans cette étude, il démontre en fait que la religion chez les Noirs américains propose une prise en charge symbolique de l'infortune et du malheur, qu'elle possède une fonction d'intégration et de désintégration sociale, qu'elle assure également une stabilité et qu'elle entraîne en fait une amélioration psychologique, sociale et économique qui est perçue comme une forme d'élection divine. Dubois estime également que la base socio-culturelle de cette Église noire américaine est en fait une base africaine, dans le sens où il considère que l'Église a récupéré donc toutes les fonctions sociales et familiales de la perception des Églises noires. Il va constater que les Blancs sont en fait beaucoup moins critiques que les Noirs, mais que l'indulgence des Blancs envers les Églises noires. Dans le troisième ouvrage consacré à la question religieuse, The Souls of Black Folks, publié également en 1903, donc Dubois souligne la difficulté d'être à la fois noir et américain. Dans cet ouvrage, il place une citation de gospel au début de chaque chapitre, et le dernier chapitre est consacré au gospel et aux Negro Spirituals. Il écrit également un chapitre prophétique, dans lequel on voit en fait un pasteur noir qui part en Angleterre, qui part ensuite en Afrique et qui revient ensuite en Amérique avec donc une parole divine. Enfin, le chapitre 10 est un exposé sur la transe et la religion des esclaves d'avant 1865, qui s'interroge donc sur les survivances africaines et qui est en fait basé sur une visite qu'il avait faite dans une petite église noire du Sud. Pour Dubois, ce qui est intéressant, c'est que le microcosme religieux reproduit donc en fait à l'intérieur de la communauté tout ce dont le noir est exclu dans la société. Et cela pour rappeler effectivement la situation coloniale, avec cette idée de religion des parias ou de christianisme primitif. Alors, à partir des années 1910, la lecture religieuse de Dubois elle est spécifiquement contestée par le Jamaïcain Marcus Garvey. Marcus Garvey, lui, défend donc la rédemption de l'homme nègre, le refus de prier un Dieu qui est de la même couleur que les oppresseurs, et il appartient en fait à un milieu social très différent, issu du prolétariat de la Caraïbe. Donc Marcus Garvey est né en Jamaïque la même année que Simon Kimbangu.
Il voyage dans sa jeunesse en Amérique centrale et en Europe, et il est révolté par les conditions de vie des Afro-descendants. Partout où il va, il constate que ce sont les Noirs qui sont les plus exploités, les plus humiliés, qui font les métiers les plus pénibles et qui sont les plus méprisés. Alors, du coup, lorsque, au milieu des années 10, Garvey crée donc l'association universelle pour l'amélioration du nègre, il va entrer en conflit direct avec Du Bois, qui avait fondé en 1909 l'association nationale pour l'émancipation des personnes de couleur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les deux hommes vont se quereller notamment au sujet de leur couleur de peau. Dubois est accusé par Garvey d'être un mulâtre qui est en fait lié à l'élite bourgeoise blanche, tandis que Dubois de son côté accuse Garvey d'être un Napoléon noir et extrémiste. Ils sont tous les deux panafricanistes, mais Dubois propose de laisser l'Afrique aux Africains, tandis que Garvey, avec le même slogan de l'Afrique aux Africains, estime que ce sont les nègres de la diaspora qui doivent opérer ce retour vers l'Afrique dans un esprit de libération. Alors il y a également un conflit qui est assez intéressant. En fait, Garvey revendique l'utilisation du terme nègre avec un N majuscule, tandis que Du Bois, qui au début utilisait également ce terme de nègre, va l'abandonner progressivement pour notamment utiliser le terme de personne de couleur. Alors cette évolution sémantique, bon, elle a une histoire politique, mais elle est également liée à des idées, dans le sens où pour Dubois, cette idée de personne de couleur permettait aux Noirs de comprendre que sur la planète Terre, donc le blanc est également une couleur, et que lorsqu'on regarde l'humanité, on se rend compte que le blanc n'est pas n'importe quelle couleur, c'est la couleur minoritaire, et que les Noirs devaient donc prendre conscience qu'ils étaient majoritaires, ils devaient regarder vers l'Afrique, ils devaient regarder vers l'Asie, et ils devaient prendre confiance en eux, prendre conscience en fait de leur présence partout sur le monde, et de la possibilité donc de voir le monde à travers donc cette question de la couleur. Donc c'est le début de toute la théorie du colorisme qui s'est poursuivie donc jusqu'à aujourd'hui. Il y a également donc une référence donc à cette image du Dieu. Donc puisque les Blancs ont déterminé que le noir était ce qu'on appelle la couleur, il fallait également revenir sur certaines représentations telles que celle du Christ blanc et donc des personnages de la Bible qu'il fallait au niveau de New York, au niveau du quartier noir de Harlem. On est dans des années qui correspondent donc à la première étape de ce qu'on appelle aujourd'hui la Renaissance africaine, qui existe depuis le début du XXe siècle, même la fin du XIXe, la Renaissance africaine, la Renaissance de Harlem. Et donc Garvey va en fait donc contribuer à l'éveil patriotique des nègres en annonçant la venue depuis l'Afrique d'un messie vers lequel tous les nègres du monde se tourneront. Donc il va préparer donc ce retour en essayant de créer une compagnie, donc la Black Star Line. Il va envoyer des missions donc au Libéria, au Gold Coast, au Nigeria et au Congo notamment, et de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique centrale. Les thèses de Garvey vont poursuivre celles de Edward Blyden. Donc elles vont coïncider donc avec l'action du prophète Harris. Elles vont avoir des connexions donc avec l'action donc du prophète Simon Kibangou, avec également le soulèvement du révérend John Chilembwe, et jusqu'aux années 10, 20, 30, quand on regarde les archives de Marcus Garvey et de l'UNIA, on trouve des références à d'autres mouvements comme le Kitawala ou le Congo-Wara. Alors d'un point de vue théologique, Garvey il défend la thèse selon laquelle le peuple juif donc aurait pris la place du peuple noir, qui serait en réalité le véritable peuple élu. Donc il récupère également des thèses qui sont issues de l'éthiopianisme, donc un mouvement religieux de type millénariste qui avait été introduit en Jamaïque à la fin du XVIIIe siècle par un esclave qui venait des États-Unis. Et ce mouvement donc s'appuyait sur les passages bibliques consacrés à l'Afrique. Il montrait que l'Afrique était présente à travers un certain nombre de métaphores dans les textes bibliques. Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo.
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tokanga na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. Nzamba pambola bato nyoso ba ko assister biso. Merci beaucoup.